Un homme nommé Sailor fuit ses poursuivants à travers la forêt enneigée, en pleine nuit, jusqu'à ce que sa course soit interrompue. Il est touché à la jambe par une flèche. Cette situation l'oblige à rester allongé dans la neige pendant un moment et à réfléchir à la vie. Alors, qu'est-ce que cette vie qui est la tienne? Quoi que tu fasses, elle n'a aucun sens. Elle ne vaut pas un clou, elle est insignifiante et impitoyable. Essayant de ramper pour s'éloigner, Marnak se retourne et voit l'un de ses poursuivants pointer une épée sur sa gorge. Et ordonnant aux autres de fouiller le type, les hommes en robe commencent à fouiller les environs et trouvent rapidement ce qu'ils cherchent. Ils prennent la relique en forme de coupe et l'argent en même temps. Maintenant, le gars est un homme mort, et l'or d'un homme mort n'a aucune valeur. Le travail est fait. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Grand-père brandit son épée et n'hésite pas à couper la tête du héros. Mais ce n'est pas la fin. Après tout, dans la vie comme dans le jeu, on peut toujours se battre jusqu'au bout, même face à une situation aussi extrême que la mort. Le silence de la forêt nocturne est interrompu par un appel rauque au meurtre. Et c'est la tête du gars qui répond à cet appel. Il demande sa mère. Le rabat-joie n'est pas en colère contre lui. Après tout, il avait juste besoin de mourir de cette façon pour se débarrasser de la poursuite. Une main bandée de boue n'est pas satisfaite de la réponse et agrippe ses vêtements. Alors qu'il est décapité, le corps reprend ses esprits. Marnak demande de ne pas s'inquiéter pour la mère. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour la divinité qui se trouvait dans la relique, car le gars l'a déjà emportée. Les mains a remis sa tête sur son cou, et celle-ci dépasse les appels constants de sa mère au meurtre. Le seul inconvénient de cette façon de se débarrasser de la queue est que Marnak a perdu tout son argent. C'est un peu déprimant. Mais il était une fois, le héros menait une vie ordinaire. Son existence était alors remplie de routine. À 30 ans, il se sentait tout le temps fatigué, y compris des jeux, juste pour échapper à la routine. Il a commencé à chercher l'équilibre et s'est finalement tourné vers les jeux complexes. Aujourd'hui, il ne se souvient même plus du nom du jeu qu'il a acheté pour celui-là, pour le faire passer pour une prêtresse du butin. Alors, qui est ce prêtre du butin? Il est difficile d'obtenir une classe, il est difficile à jouer, et c'est aussi la moins efficace. Pourtant, le gars n'a pas pu résister à la tentation. Choisir ce personnage particulier en raison de sa description. Au moment de la transition de classe, tous les matériaux ont disparu. Et lui-même a été incroyablement intégré au jeu, et la main qui exige constamment de tuer est en fait une déesse, qu'il vénère. Et je suis le nom et la mère des dépouilles. Son voyage a commencé il y a 5 ans, lorsque le héros a commencé à la servir, à son réveil. Il n'avait rien d'autre en jeu que Roba, prêtre, butin et main, et déesse. Grâce à elle, le nouveau prêtre ressentit un lien avec une immense incarnation de la déesse, qu'il se mit immédiatement à vénérer. En raison du contact métaphysique avec la divinité, il était facile pour le héros d'accepter le fait qu'il était désormais dans le jeu. Selon l'histoire, le prêtre du pillage a été amélioré avec des médicaments par un homme. Il était donc désormais plus fort qu'auparavant, et tous ses sens étaient exacerbés. De plus, son corps ne peut être tué par des moyens normaux. Cela nécessite un pouvoir divin. De plus, quelque chose est arrivé à sa perception de la réalité. Après tout, auparavant, il ne supportait pas la vue du sang. Mais désormais, même les scènes les plus brutales lui semblent banales. Le seul inconvénient tangible est l'absence totale de saveur dans la nourriture. Ce qui fait que le héros aspire à des mets délicats et en particulier aux poitrines de porc d'Inca. Au bout d'un certain temps, le Marnak arrive dans la ville, où il s'inscrit à la guilde des chasseurs, et se demande s'il y a un emploi pour lui. Une réceptionniste nommée Erin commence immédiatement à chercher dans le classeur quelque chose qui pourrait convenir à une prêtresse de soutien. Après tout, c'est aux adeptes de ce culte qu'il s'est présenté. En général, il existe certaines restrictions dans ce monde. Par exemple, si un représentant d'un ordre est appelé membre d'un autre ordre, la colère de votre Dieu. À cause de cela, il est immédiatement marqué d'une punition que ses compagnons de guilde peuvent voir. Mais la mère du rabat-joie traite ces choses avec indulgence. De plus, l'ordre du butin est l'ennemi de tous les autres. Eh bien, Marnak est désormais essentiellement le seul prêtre de la mer. Alors que Marnak réfléchit à sa position, le registraire trouve enfin un travail pour lui et lui tend une feuille. Cette situation ne pose aucun problème au héros. Après tout, lorsqu'il est arrivé dans ce monde, il a immédiatement acquis des connaissances en écriture et en langue.
Le but de la mission est donc que des fermiers ont commencé à disparaître dans les environs de Gizeh. Une récompense de 30 pièces d'argent est offerte pour la tête des bandits, ou une pour toute information. Ce n'est pas grand-chose pour un prêtre comme Marnak. Seulement, il se demande s'il y a un moyen d'obtenir une partie de la récompense à l'avance. À titre exceptionnel, Erin accepte, mais lui rappelle l'amende que le héros devra payer s'il ne revient pas à temps. Après avoir reçu la mission et une avance, Mornak et un groupe d'hommes se rendent au village le plus proche. Il se souvient d'Erin, la rousse, et se justifie auprès de la main meurtrière, qu'elle se trompe complètement, et qu'il n'était pas du tout amoureux d'elle. Tu n'as pas besoin de dire ça. En fait, cela le met en colère. Dans son monologue intérieur, la prêtresse du butin est distraite par Pierre, bon enfant et bavard. Il commence à bombarder Marnak de questions sur ses origines, lui demandant de lui parler de son pays natal, mais passe immédiatement à son village et à ses parents. En général, Pierre est trop bavard. Mais même à partir du flot de ses paroles, le héros a pu apprendre les rumeurs que les fermiers ne disparaissent pas à cause des bandits ou des monstres, mais à cause d'un fantôme. Un capitaine d'escouade nommé Galant constate que le bavard a déjà épuisé son compagnon de voyage et fait signe à Pierre de le rejoindre. Mais celui-ci ne se décourage pas. Le gros homme accélère le pas et promet qu'il reviendra bientôt. Ils poursuivront alors leur dialogue éclairant, et le prêtre reprend son étrange monologue avec sa mère. Pourquoi ? Elle exige toujours de tuer tout le monde. En fait, cela pourrait lui causer des ennuis. L'état émotionnel du prêtre est si instable qu'il se met en colère, convainquant sa déesse qu'il a besoin des 29 pièces d'argent restantes. Ne comprend-elle pas qu'il préférerait passer cet hiver au chaud? Et sa main répond à ses exigences, le tuer? Le prêtre soupire et se calme. Il sourit et admet qu'il a un peu exagéré. Il ne faut donc pas qu'elle s'offusque de son disciple. En réponse, Jamanak reçoit l'appel standard de sa mère, lui demandant de commettre un meurtre. Au fait, combien de doigts la mère des spoilers attribue-t-elle à ces personnes? 1 doigt pour Pierre et 2 pour la fin. Ce n'est pas grave, c'est dommage, car un prêtre spoiler peut obtenir des points et la divinité de sa déesse en tuant des personnes de différents niveaux. Chaque doigt supplémentaire rapporte 10 fois plus que le précédent. Donc, si un doigt vaut 10, 2 doigts valent 100, 3 doigts valent 3000, 4 doigts valent 10 000, et 5 doigts valent 100 000 points de divinité. Mais le plus intéressant dans tout cela, c'est que si vous collectez 10 000 points, ils peuvent être échangés contre un pouvoir. Et Marnak en a déjà collecté 10 000, lorsqu'il a absorbé la divinité de la relique et de la coupe. Il reste 12 autres artefacts de ce type dans le monde. Il s'avère qu'il y en avait à l'origine 13. La mère des butins informe son disciple que s'il rassemble toutes les reliques, elle exaucera tous ses vœux. Et le gars a déjà choisi ce qu'il va demander. Eh bien, que peut-il choisir d'autre quand on lui offre absolument tout ce qu'il veut? Bien sûr, il veut retrouver son sens du goût. Pour l'instant, Marnak, qui rêve de pouvoir à nouveau déguster des poitrines de porc, et Pierre, désemparé, revient vers lui. Il lui transmet les ordres du commandant de ne pas déranger le prêtre avec vos bavardages. Ce à quoi le maniaque répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'il va bien. Mais alors, les yeux du héros s'écarquillent brusquement de surprise, car leur groupe a été attaqué. Presque tous les hommes ont été pris sous le feu. Même le commandant a réprimandé Lada. Celui-là est allé droit au cou. Le héros attrape l'épaule de Pierre, stupéfait, et le jette de côté. Et c'était le moment idéal. Et pourtant, des flèches volent vers eux et s'enfoncent dans le corps du prêtre. Marnak tombe au sol sous les yeux terrifiés de Pierre. Après avoir dispersé l'escouade qui se trouvait dans les buissons, les archers, confiants dans leur victoire, se relèvent. Alors que les bandits s'approchent du chariot, le corps de Marnak gît dans la neige. Et pourtant, le prêtre du butin entend à nouveau l'appel éternel de sa divinité, qui lui ordonne de tuer tout le monde ici. Les assaillants ressemblent à des bandits. Que doit-il faire? Faire semblant d'être mort et récolter des points de divinité dès qu'ils baisseront la garde? Non. Examinant les cadavres de ses compagnons d'un regard indifférent, Marnak choisit une autre voie. Le prêtre du butin se relève lentement du sol et regarde l'épée à côté de lui, puis la saisit avec un sourire aux lèvres. Il se met en position de combat. Le héros peut parfois faire semblant d'être mort. Mais ce qui est vraiment plus important, c'est qu'il aime attaquer la brèche. Et maintenant, Marnak, depuis son siège à l'avant, se dirige droit vers l'archer déconcerté dans les buissons. Un puissant coup d'épée, et un adversaire imprudent perd la tête.
Les autres bandits qui se cachaient derrière des troncs d'arbres à ce moment-là sont stupéfaits par ce qui vient de se passer. L'un d'eux est un homme avec une cicatrice sur la joue. O se met en colère. Il se retourne vers ses alliés et leur ordonne de s'occuper des autres survivants pendant qu'il s'occupe du prêtre. Ce salaud ne peut pas lancer une attaque sans être vu. Il bondit dans les airs de toutes ses forces et s'écroule sur la lame préparée du Marnak. Pendant un instant, les regards des rivaux se croisent, dans un contraste d'indifférence et de rage. Une brève escarmouche aboutit à ce que le héros repousse son adversaire, totte en plein vol et atterrit sur ses pieds, brisant la neige. Je me demande combien de doigts une main accorderait à un homme avec une cicatrice. Le capitaine, quant à lui, est encore plus furieux à cause des murmures inarticulés de notre prêtresse, et leurs lames s'entrechoquent à plusieurs reprises avec une puissance et une vitesse incroyables. 2,5 doigts. Très intéressant. Ce voyou ordinaire pourrait donc valoir autant que le ranger qui a récemment tranché la gorge de Mernak. Comme c'est drôle que ce jeu n'ait absolument aucun équilibre. Mais le héros aime même ça. Et tandis que le prêtre communique avec la main, le salaud tente une nouvelle fois de l'atteindre. Cette fois-ci, cependant, la lame ne tient pas le coup, et le fragment vole à quelques mètres derrière lui. Cela rend l'ennemi follement excité, ce qui le fait rire. C'est là que la nuance du score de divinité de 2,5 du bandit entre en jeu. C'est juste qu'il possède une arme spéciale en acier gelé. Le salaud est tellement ravi de sa victoire qu'il se tourne vers ce qu'il considère comme une offre alléchante. Le problème, c'est que c'est la dernière affaire du gang dans le quartier. Alors pourquoi ne partent-ils pas sur une bonne note? Cette suggestion étrange me fait sourire, et il fait une contre-offre. Pourquoi leur gang n'arrêterait-il pas d'être des bandits et ne partirait-il pas au coucher du soleil dès maintenant? Parce qu'alors, ils n'auraient certainement plus aucun problème. L'homme balafré est abasourdi, regardant le prêtre. Il doit avoir perdu la tête pour penser sérieusement qu'ils accepteraient de partir aussi facilement. Et Marnak, qui souriait béatement, voulait lui répondre quelque chose, mais il n'en eut pas le temps, car il reçut une flèche dans la tête. Le capitaine se tourne vers ses associés et leur dit en riant qu'ils n'étaient pas particulièrement pressés. Ils l'étaient déjà. Ils pensaient mourir ici à cause de leur lenteur. Et sans souffle, le corps du prêtre gît dans la neige. Pendant que les bandits discutent tranquillement, parlant du combat à l'épée qui venait d'avoir lieu, dont ils avaient été témoins. Leur capitaine interrompt le flot de compliments à leur égard et leur demande s'ils ont tué tous les hommes. Ce à quoi ils répondent par l'affirmative. L'atmosphère de jubilation est interrompue par une voix. Et sont-ils si sûrs d'avoir tué tout le monde? Tel un zombie immortel, le héros se relève et ne comprend pas. Pourquoi ces salauds sont-ils si surpris s'ils sont sûrs d'avoir éliminé tout le monde? Est-ce vraiment la première fois qu'ils voient un survivant après avoir reçu une flèche en pleine tête? Les bandits sont terrifiés, et leur capitaine est couvert de sueur froide à cette vue. Et le prêtre, avec son calme habituel, joint les mains en signe de prière et rappelle au haut qu'il a donné une chance à ces salauds. Mais la réponse a été une flèche dans la tête. Le salaud balafré reprend enfin ses esprits. Il se retourne et, paniqué, ordonne à ses associés de tirer immédiatement sur le prêtre ressuscité. Certaines personnes sortent de leur torpeur et des flèches volent vers le héros, qui, bien sûr, ne lui font absolument rien. Marnak adresse une prière à sa déesse et lui demande de l'aide malgré ce qui se passe, se qualifiant lui-même de fils effrayé et confus. Les flèches sont tirées, les salauds regardent le prêtre avec horreur et ne savent plus quoi faire. Le salaud balafré ordonne la retraite, horrifié. Sauf qu'ils sont déjà piégés derrière un mur invisible. C'est un pouvoir, prêtresse du butin, une ligne que les vivants ne peuvent franchir, une barrière, nécessaire pour libérer le pouvoir du butin et cacher sa divinité au monde extérieur. Les vivants ne peuvent qu'autre que se battre contre les murs et implorer le salut. Comment Marnak peut-il adorer cette capacité à être extatique de satisfaction face à ce qui se passe? Il remercie la mère Spoilsport pour ce cadeau. Et le chef acculé des salauds ne lâche pas prise, et leur ordonne de dégainer leurs épées pour se frayer un chemin. Cependant, ces paroles sont noyées dans le bruit causé par l'apparition soudaine de la fumée d'invocation. Les bandits commencent à devenir fous. Ils appellent leur commandant à l'aide, car ils voient un monstre ressemblant à un lézard s'approcher d'eux, mais il est trop tard. Le kill de la créature ne laisse qu'une tache de sang sur le salaud balafré. Les bandits survivants tombent à terre, incapables de dire ou de faire quoi que ce soit. Et sous le dôme, le rugissement féroce du monstre, puis un autre coup transforme l'un des prisonniers de la barrière en une mare rouge.
les larmes aux yeux. Plus récemment, le salaud moralisateur implore pitié, ce qui ne fait que susciter un sourire inquiet chez le prêtre. Ils permettent aux monstres de faire tout ce qu'ils veulent tant que leur tête reste intacte. Au bout d'un moment, un mornac se tient au milieu d'une clairière avec des trophées tels que des têtes à sa ceinture. Il entame un autre monologue avec sa main. Même si le prêtre aimerait obéir à sa déesse et récolter la divinité de ses corps, il ne peut tout simplement pas le faire, car alors les cadavres disparaîtront. Et lors du prochain incident, les représentants de la guilde soupçonneront que quelque chose ne va pas. Sight of the Marnak révèle quelque chose d'inattendu dans les environs. Malgré les événements qui se sont produits, Pierre est toujours en vie, bien qu'il soit inconscient. Dans ses mains, dit-il avec son slogan habituel. Et le type répète une fois de plus qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, qu'il va trouver une solution. Nous devons sauver cet homme, car il est important d'améliorer la réputation des prêtres de la guilde et de la ville. C'est pourquoi la mère de la corruption doit l'aider et soigner les blessures de cet homme. Au même moment, loin de là, la fille au lotus bleu serrait entre ses doigts une coupe ornée. Elle se demande ce qu'est devenu l'homme qui a volé la relique. Le type répète qu'il a été décapité sur place. Mais malheureusement, ils n'ont pas eu l'occasion de récupérer le corps. La jeune fille pose la coupe sur la table et se dirige vers les immenses fenêtres du temple. Les ministres se demandent ce qu'ils devraient faire ensuite. Mais la prêtresse le laisse partir. Elle-même prévoit de partir en pèlerinage. Et le garçon s'interroge sur cette soudaine impulsion. Veut-elle vraiment faire cela à cause de la prophétie, celle qui est apparue il y a 10 ans, annonçant que quelque chose qui mettrait fin à toute chose viendrait dans ce monde, se cachant sous l'apparence d'un être humain vivant? La jeune fille répond affirmativement à cette proposition. De plus, elle doit rencontrer quelqu'un. Pendant ce temps, Marnak a eu le temps d'emmener Pierre en ville. Voyant son apparition tard dans la nuit, les gardes ont été surpris, mais se sont précipités pour aider le blessé. Et comment un homme aussi chétif pouvait-il porter ce géant d'un seul bras, alors que même à deux, ils y parviennent à peine? Et le héros est interpellé par une voix familière. Cette belle Érine qui lui a confié cette mission ce matin? La jeune fille s'émerveille devant la force du protagoniste. Il rougit d'embarras et sourit modestement. Puis la belle change brusquement de sujet, intéressée par les têtes mises dans des sacs. Après tout, ce sont elles qui sont à l'origine de tous les problèmes, n'est-ce pas? Dans ce cas, il pourrait lui remettre le trophée en toute sécurité en tant que représentante de la guilde. De plus, la jeune fille se demande où Marnak va trouver un logement à cette heure tardive. Elle flirte avec le garçon et lui propose de dormir chez elle, ce qui non seulement embarrasse encore plus le garçon, mais met également en colère la déesse qui exige immédiatement d'être tuée. Dès le matin, alors qu'il est encore au lit, Marnak tente d'apaiser sa mère en lui disant qu'elle a tout mal compris. Il n'avait aucune arrière-pensée envers la belle rousse. Ou plutôt, il l'était peut-être, mais il n'était pas prêt à se l'avouer. Et une déesse encore moins. Après tout, Irina avait seulement proposé de passer la nuit dans la chambre d'amis de la guilde. La voilà qui vient frapper à la porte elle-même. Vous dit bonjour. Elle s'excuse de ne pas vous avoir laissé dormir plus longtemps. Mais elle n'a pas à s'inquiéter. Il est déjà réveillé. Alors, que s'est-il passé là-dedans? Il s'avère que le seigneur de la ville lui-même veut le voir en personne. Cette déclaration ne peut que surprendre le héros. Le seigneur lui-même veut-il vraiment le voir? Pourquoi a-t-il besoin d'un prêtre ordinaire? Malgré la perplexité du prêtre, la situation est plutôt banale. Le fait est que le capitaine Gilad, mort hier lors d'une escarmouche avec des bandits, était le demi-frère du seigneur. Et après un moment, le Mornac arrive dans un luxueux bâtiment de 2 étages entouré d'un jardin. Le majordome présente immédiatement l'invité au seigneur, après quoi le maître renvoie le serviteur de la pièce, et se retrouve seul avec le prêtre. Voici le maître de Richard, Lord Brandon Pilar. Il reste silencieux et regarde son invité avec intérêt. Finalement, il demande si l'homme qui a vu les derniers instants de la vie de son frère est vraiment le même homme. Que le rabat-joie regarde le seigneur avec stupéfaction. Et lorsqu'il lui propose du thé, avec un sourire suffisant, car dès que la mère du rabat-joie a vu le seigneur, elle a dessiné un symbole en forme de croix. Cela change fondamentalement tout. Et le héros, satisfait de ce qui se passe, regarde le seigneur. Il se demande ce que cela fait de vivre sous l'apparence d'un être humain. Qu'est-ce qui choque l'interlocuteur lorsque le prêtre s'adresse à lui en le traitant de démon? Après tout, si la mère du ravisseur montre X, alors ce n'est pas un être vivant.
et les seuls êtres non humains capables de prendre forme humaine. Ce sont des démons. Les démons sont généralement plus forts que les autres créatures. Mais il y a une chose. Ils sont sensiblement limités dans la manifestation de leur propre volonté pour vivre dans ce monde. Ils doivent conclure des contrats avec des êtres vivants. Et c'est la principale raison pour laquelle ils sont si attirés par les humains. Eh bien, ce n'est pas le cas des dieux. Ils n'aimaient pas que les démons restent dans les parages, d'échanges équitables, et ont donc déclaré à leurs fidèles que désormais, tous les démons représentèrent le mal. C'est ainsi que commença la chasse aux démons par les prêtres. Dans ce jeu, dont Marnak ne se souvient même plus du nom, la classe des adeptes des démons était assez difficile. Elle était donc généralement évitée. Mais le héros lui-même avait choisi cette classe comme deuxième classe à jouer. Pendant ce temps, le seigneur baissa la tête, pensif. Il sourit en regardant son invité. Qui aurait cru que le sacrifice de la faim lui permettrait de rencontrer une personne aussi intéressante? Après tout, à en juger par la rapidité avec laquelle son déguisement a été démasqué, il n'est pas un prêtre de la déesse protectrice. C'est comme ça. Le démon crocheta ses doigts pour former un cadenas et semble marquer une pause dans l'expectative. Qu'est-ce que cela signifie? L'invité d'honneur sourit également et dit qu'il est le prêtre de la mère du butin, ce qui surprend encore plus le seigneur. Les prêtresses du sort n'ont-elles pas été détruites jusqu'à la dernière? Il n'aurait jamais pensé qu'un jour, il pourrait rencontrer un disciple de cette déesse. Mettant de côté les formalités, il fait signe à son invité de s'asseoir. Il n'y a personne d'autre ici de toute façon. Enfin, si, comme accepter une invitation. Le démon admet qu'il n'avait aucune raison particulière d'appeler le prêtre comme le font les humains. Dans de telles situations, Seigneur Redon, il demande qu'on lui raconte la mort du capitaine Hunger. Et en signe de gratitude, il est même prêt à payer pour cette histoire. Le héros accepte cette offre amicale avec le sourire. Qui aurait cru que le capitaine Dutch aurait la malchance de mourir lors d'une mission non officielle? Après tout, il ne pensait vraiment pas que cela arriverait. La vie est vraiment une chose assez compliquée. Après une agréable conversation, Mornak reçoit quelques pièces d'or et quitte le manoir en paix. Et la main est à nouveau en colère, mais mâche avec un sourire aux lèvres, essayant de la calmer. Non, le démon ne l'a pas du tout séduit avec de l'or. Au fait, ta mère connaît-elle un fait très intéressant? L'or ne pourrit pas. Non, non, pas besoin de se fâcher. Laisse la mère gâcher la surprise à son enquêteur. Et c'est elle qu'elle n'a pas encore ruiné la même longévité? Bien sûr, c'est son amour. Pour elle, cette déclaration ne fait pas seulement cesser la colère de la main. Elle se sent gênée, mais il ne lâche pas prise et dit qu'elle passera toujours en premier. Elle n'a donc absolument rien à craindre. Après un certain temps, Marnak retourne à la guilde des chasseurs, où Erin l'accueille avec un sourire. L'attention innocente d'une fille envers une prêtresse du butin rend la main folle de rage et les appels au meurtre commencent. Personne, à part Marnak lui-même, n'entend ces cris. Le jeune homme continue donc à porter stoïquement le masque d'un sourire bienveillant. Et il y a une raison de briser un peu le calme à toute épreuve du héros, car la guilde des chasseurs a été envahie par les prêtres de l'ordre de l'illumination. Oui, c'est vraiment pas de chance. Le héros n'est pas impatient de voir ses fanatiques en visite. Cependant, le contact visuel a déjà été établi, ce qui met le bras en état d'activité. Après tout, la mère rabat-joie a déjà repéré une nouvelle relique provenant d'un membre de l'ordre de l'illumination. Mais les prêtres qui arrivent ont déjà remarqué un collègue d'un autre ordre et vont le saluer. Un homme avec une quantité colossale de cicatrices sur le visage et une énorme hache derrière le dos est pathétiquement présenté comme un pendule sur la balance de la vengeance. Bon, ou alors, on pourrait simplement l'appeler Orvès. Il ne s'attendait pas à trouver un prêtre compréhensif dans cette région. Au fait, le géant avec la date limite sur le front l'a déniché et la fille aux cheveux bruns s'appelle Pétina. Marnak pose sa main sur sa poitrine et s'incline, saluant les prêtres de l'illumination. Erin informe gentiment le héros que les prêtres qui viennent d'arriver deviennent membres de la guilde des chasseurs, tout comme lui. Cette information satisfait le Marnak. Après tout, cela signifie qu'il n'a pas à prendre de risques ici. Et maintenant, il aura amplement l'occasion de s'approcher de la relique et de privatiser sa divinité. Le seul inconvénient de cette situation est qu'il ne sera pas possible de le faire de manière totalement discrète. Après tout, lorsqu'on absorbe les points de la relique, la divinité de la corruption se manifeste inévitablement. Et donc, la dernière fois, la relique a été absorbée par la divinité dans un endroit calme, puis, en se tuant,
il a laissé échapper la queue. Une méthode assez particulière pour atteindre son objectif, qui convient mieux à un bandit. ORV rapporte qu'il se dirige maintenant vers le seigneur de la cité, afin de pouvoir parler à notre héros un peu plus tard. Se retournant, les prêtres s'éloignent amicalement avec leurs énormes marteaux. Et Marnak ne comprend toujours pas pourquoi ils avaient là besoin d'un seigneur au départ. La greffière Erin Light, quant à elle, s'empresse d'expliquer pourquoi les prêtres sont si désireux de rejoindre la guilde. En fait, ils bénéficient d'une réduction considérable pour cette classe. Et il s'avère que, malgré le ton coquet de l'invitation à passer la nuit, la jeune fille voulait seulement aider un mendiant à se marier. Bien sûr qu'elle le voulait. Pensait-il vraiment qu'elle l'avait invité par intérêt personnel? Il lui en coûte beaucoup d'efforts pour garder son sang-froid et ne pas se bercer d'illusions en jouant bien le jeu et en se comportant en farceur. Cependant, la jeune fille ne va pas se laisser humilier. Elle dit qu'elle pensait à lui après tout. Erin tend la main vers le garçon et lui demande de lui accorder sa bénédiction. Mais à qui? La fin de la phrase de Chertova lui est murmurée à l'oreille. Sur les aliments, pour qu'il ne se gâte pas trop vite. Le sang-froid à toute épreuve du prêtre rabat-joie se fissure et il se retire brusquement du malentendu. Pourquoi ne peut-elle pas le lui dire normalement au lieu de le lui murmurer à l'oreille? Les pitreries et le registraire de la SHA sont choqués non seulement par le mornac, mais aussi par la main. Naturellement, elle commence immédiatement à exiger la mort de Ulku, et Erin est seulement amusée par la confusion du garçon. Elle se rassied sur son siège et dit qu'il a de la chance de ne pas être découragé de parler à quelqu'un. Qui est-ce? Elle se retourne et voit que l'un des prêtres de l'illumination est revenu à la guilde. Il s'agit d'un grand gaillard avec une corne sur le front. Il rapporte immédiatement qu'il est revenu à cause des préjugés des gens du Nord envers sa race. Il a simplement décidé d'être prudent et de rester à la guilde, et a donc dit au revoir à son partenaire. Mais le rouquin déclare que Lord Don se soucie peu de ses préjugés. Il peut sembler froid en apparence, mais il connaît son métier. Tout le monde à Gizeh traite le Seigneur très bien, car il sait faire la distinction entre sa vie personnelle et son travail. Le registraire de la SHA conseille en son absence de ne pas céder aux stéréotypes de leur Seigneur. Pour cette information, la licorne remercie la jeune fille et demande à parler du chapitre Gis et plus encore. Un peu plus de temps s'écoule, pendant lequel Erin complimente le Seigneur. Et ensuite, le héros se demande pourquoi il a fallu l'illumination pour rencontrer un homme aussi merveilleux. La licorne n'essaie pas de cacher le but de sa visite. C'est parce que leur groupe est ici à cause d'une prophétie vieille de 10 ans. Orves pense que celui qui provoquera la fin du monde pourrait être un démon. C'est une prêtresse du butin, même de parrain. Pense-t-il vraiment qu'un seigneur pourrait être un démon? Mais non. Il s'avère que ce groupe va partout et banalise tout le monde, car les Orvis ont la capacité de détecter les démons. Et cette opportunité est une relique sacrée. Réalisant qu'il a été démasqué, il se transforme immédiatement en sa véritable forme. Cet événement provoque une explosion qui est entendue par absolument tout le monde dans la ville. Réalisant que quelqu'un s'est évanoui, il se retourne avec excitation pour quitter la guilde. C'est alors qu'Ortiz fait irruption avec son marteau. Appelé les balances de la vengeance, tente de tuer un démon. Il assène un coup puissant à la tête de l'énorme monstre. Mais même l'explosion qui s'ensuit ne produit pas le résultat escompté. Le démon est toujours en vie, observant les éclairs et les ressorts que sont les autres prêtres de l'illumination. La licorne saisit son arme et se précipite au secours de ses camarades. Marnak se précipite également dans la direction opposée, enfin signalant qu'il doit juste s'éloigner un moment et qu'il rejoindra bientôt le combat. Le héros retourne en courant à la guilde et crie le nom du registraire Eren. La jeune fille est très effrayée par les explosions dans la ville et ne comprend pas du tout ce qui se passe. La prêtresse s'intéresse à une seule question. Où est Pierre? Sous le coup de la surprise, Erin reste sans voix. Puis le garçon la prend dans ses bras et exige au moins de lui montrer le chemin. Il repousse violemment le seuil de la guilde et vole à quelques mètres de hauteur, ce qui le fait atterrir sur le trottoir, et des pierres volent sur les côtés. Mais la prêtresse du butin ne s'arrête pas pour cette bagatelle, et il est emporté vers l'avant. Erin regarde autour d'elle autant qu'elle le peut. En raison de sa position, et la ville est en proie au chaos, et les gens fuient dans la panique. Au milieu de tout cela, on peut voir les orvées haut dans le ciel, avec son marteau à ses côtés, debout sur la tête du monstre. La jeune fille ne trouve rien de mieux à faire que d'énoncer une évidence. Un énorme monstre fait rage au centre de la ville,
Mais les prêtres rabat-joie ne sont pas prêts à l'admettre. Ils ne s'intéressent qu'à une seule chose. Où se trouve Pierre? Finalement, la jeune fille se ressaisit et pointe son doigt dans la direction en écartant Érine. Marnac s'introduit dans un bâtiment où, malgré le chaos qui règne dans la ville, dort paisiblement avec le garçon qu'il recherche. Ce fait soulage le couple. Pierre n'a pas été blessé lors des incidents causés par le monstre. Marnac rapporte également qu'il ne peut pas laisser un homme sauvé dans la forêt mourir aussi bêtement. Garantissant apparemment la sécurité de la ville, il met une croix sur son épaule, comme s'il était Ploukchine. Après quoi, il se retourne vers la jeune fille choquée par sa force. Le prêtre ne peut pas porter les deux dans ses bras. Il laisse donc la jeune fille le soulever fermement par le dos, ce qu'elle fait effectivement. Un autre coup de pied violent. Et le voilà, avec deux hommes sur le dos, se précipitant à toute vitesse. Elle se souvient de quelque chose et se tourne vers Marnac. Il s'avère qu'il y a un passage secret. C'est une information précieuse. Alors, où est-il? La jeune fille pointe immédiatement son doigt dans la direction. L'une des maisons permet de sortir de la ville. Mais la porte est verrouillée. Et avant qu'il n'ait le temps de dire un mot, la porte a disparu. Le prêtre l'a simplement enfoncée sans ralentir. La jeune fille se retourne sous le choc, vers la porte désormais vide. Vraiment? Marnac est-il vraiment si fort? À charger les gens? Le prêtre des dépouilles demande qu'en cas de danger, vous sortiez par le passage, mais elle se rend compte, et lui, mais ils n'ont pas le temps de discuter. Marnac se dirige vers la sortie, car il est temps pour lui de rentrer. Elle l'appelle, mais en vain. Le prêtre rabat-joie a déjà commencé à se précipiter hors du bâtiment. Il court bientôt vers une structure en ruine, où il trouve un mâle licorne gravement blessé. Cornulus le reconnaît et tourne la tête. Le héros se rend compte que l'homme n'est plus en vie. Ses blessures sont trop profondes, et il ne peut rien faire pour l'aider. Il va donc devoir l'abandonner. Enfin, il demande où se trouvent les autres camarades. La licorne lui répond que la jeune fille Pythienne est déjà morte. Il se demande comment ils auraient pu vaincre ce démon. Cornulus n'est pas prêt à cacher les informations, car ils ont apporté une autre relique avec eux, une épée blanche. C'est celle qu'Ornis a plongée dans la tête du démon. On demande à Cornulus de prendre l'épée et de la plonger aussi profondément que possible pour atteindre le cerveau. Car alors, le démon mourra enfin. Après avoir prononcé ces mots, la licorne mâle meurt. Sous le cadavre de Cornul, la prêtresse du butin invoque sa déesse. Que le butin absorbe la chaleur de cette personne, et il obtient des points et de la divinité pour son corps. Pendant ce temps, Orvis est toujours en vie et continue le combat. Il brandit son marteau et tente d'enfoncer davantage l'épée blanche, tandis que le monstre se déchaîne. Il cherche à se débarrasser du cavalier indésirable et détruit la ville au passage. C'est alors que Marnac apparaît et profite de l'occasion pour se joindre au combat. Il saute et enfonce son épée dans la carcasse de la bête, dans l'intention de prendre pied dessus de cette manière. C'est bien. C'est tout ce dont nous avions besoin. Comment atteindre Torres et la boule blanche? Ce n'est pas si simple, car le démon se tord de douleur, et il est difficile de rester sur son dos. De plus, la bête semblait sur le point de faire un mouvement de dos mortel pour ses cavaliers. Alors un crétin la jette de côté. Il blesse les ruines d'un bâtiment avec son corps. Et au même moment, son bras se fait connaître. À son appel pour tuer le cadavre, Marnac crie à nouveau dans les airs. Il ouvre les yeux et se rend compte qu'il va bien, comme toujours. Se retournant sur le dos, le prêtre pillard entame un monologue avec la divinité. Comme disait la mère du bourreau, « Et le noir suit le blanc ». Et maintenant venait un moment très intéressant qui fit sourire le prêtre pillard. Tout près de lui se trouvait l'une des deux reliques. Qu'avaient apporté les prêtres de l'illumination dans cette ville? Sans perdre de temps, il saisit le cristal de la main et le presse contre sa poitrine. C'est ainsi qu'il présente la main qui se trouve sous la relique sacrée. Et comme il a maintenant suffisamment de points de divinité, il est temps de donner un nouveau pouvoir à la peste. La mère du butin absorbe la divinité de la pierre et retire le sceau de son fidèle disciple. Malheureusement, pour l'instant, les reliques sont le seul moyen d'augmenter vos pouvoirs. Après tout, elles sont les seules à donner suffisamment de points à chaque fois. Le prêtre du butin sourit avec satisfaction, de bonne humeur après avoir acquis un nouveau pouvoir. Le seul problème, c'est qu'il faut d'abord comprendre ce que vous pouvez faire maintenant. Sauf qu'avec un cri, je vais tout nettoyer. Soudain, elle sort de ses vêtements et se met sur la pointe des pieds. Il se demande, est-ce vraiment le don?
La capacité d'une divinité à le soutenir à cette distance? C'est un peu faible. Et la déesse est en colère comme d'habitude, criant « Tue-le !» parce que son hypothèse est fausse. Le héros dit qu'il plaisantait et met sa main à sa place sous ses vêtements. Il était maintenant temps d'utiliser véritablement ses capacités en se tournant vers une divinité. Le corps du prêtre déborde d'énergie et une sphère émerge de sa poitrine, devenant de plus en plus brillante. Marnak sourit. Il a enfin compris exactement ce qu'il avait obtenu. Son pouvoir s'appelle Spoil Text. Son effet est simple, mais assez puissant. Lorsque le pouvoir s'active, des tatouages métaphysiques vert foncé apparaissent sur tout son corps, qui rendent ses capacités physiques déjà élevées encore plus puissantes, ce qui n'est pas un mauvais pouvoir pour lequel le prêtre remercie sa divinité. Dans cette situation, le nouveau pouvoir sera très utile. Margak se relève, remarquant qu'il n'y a pas si longtemps, ils étaient au bord de la rupture. Il regarde autour de lui pour voir ce qui a changé pendant le temps qu'il a passé avec la divinité, et à acquérir des pouvoirs, et la révélation soudaine le plonge dans le trouble. Car non loin de lui, gîte le corps brisé d'Orvès. Étaient-ils tombés ensemble du démon pendant la mortelle pérécope? Pas étonnant que cet homme n'ait pas pu s'en remettre. Qu'il repose en paix. Eh bien, pourquoi gaspiller un cadavre? Que la mère des dépouilles accepte un autre cadeau de son disciple et absorbe la divinité du corps. Pendant ce temps, le démon ne se repose pas et continue de détruire la ville. Le héros se retourne vers le bruit que fait le monstre et se demande: le démon était-il si enragé par les prêtres de l'ordre de l'illumination? Mais alors pourquoi est-il toujours furieux après leur mort? Très étrange. Mornak était sûr que leur espèce pouvait se contrôler et ne pas tomber dans un état animal déraisonnable. Mais le prêtre est alors frappé par une intuition concernant cet état de fait. Il demande à la déesse de bien tenir sa poche, car ils sont sur le point d'être secoués. Il est lui-même couvert de tatouages représentant de nouvelles capacités, puis se précipite vers un monstre géant qui détruit la ville. Une autre secousse puissante du sol projette le gars en l'air. Le monstre. Il voit la manœuvre et tente de riposter à l'attaque. Le monstre agite sa queue et lance une attaque puissante, mais il ne parvient pas à le toucher. Celui-ci est déjà à mi-chemin de son objectif, l'épée blanche. Le corps du démon, cependant, était tordu. Cela signifiait qu'un autre coup mortel allait suivre. Sauf que Marnak s'attendait à quelque chose comme ça, et il est donc prêt. Grâce à une série de mouvements délibérés, le gars parvient à éviter l'attaque du monstre. Une puissante explosion fait voler en éclats les vitres des maisons, et Marnak se plie en deux, pris d'une soudaine quinte de toux. Il regarde sa main couverte de sang noir, et ne se rend pas compte qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps, car l'effort nécessaire pour utiliser le texte de dépouillement fait pourrir son corps de l'intérieur. Et s'il laisse le mal sortir de son corps, il perdra alors sa capacité à bouger. D'un bond brusque, il vole vers l'épée blanche, et le bistrot l'attrape. Selon l'assurance de la racine défunte, lui, les prêtres de l'illumination, ont essayé de transpercer le cerveau du démon avec. Il semble que ce monstre doit vraiment mourir. Avec un sourire aux lèvres, le héros retire son épée et ordonne à Lordon d'attraper un rhume. La bête démoniaque commence vraiment à s'effondrer en de nombreux fragments. Les détails de ce qui se passe sont obscurcis par un éclair soudain et brillant, qui attire l'attention de tous les habitants de la ville qui étaient présents, y compris Erin, qui se trouve à côté de Pierre. La jeune fille se dirige vers la fenêtre, à travers laquelle elle voit qu'au centre de la ville, quelque chose continue d'émettre une lumière incroyablement vive. Lorsque l'incarnation magique passe au milieu des ruines, il ne reste plus que le seigneur Dom blessé, qui a perdu presque tous ses membres. Et à côté de lui se tient un prêtre satisfait du résultat et qui se réjouit de son réveil. L'homme admet que sa rencontre avec Sailor a été une incroyable bénédiction pour lui. Heureux, Marnak explique que la raison de la folie du démon semble être due à l'épée, qui était dans sa tête et qui dominait son jugement. Le héros tend la main avec fermeté et demande s'il a réussi à investir quelques pièces d'or lors de leur première rencontre. À quoi il accepte ses paumes, répond qu'elles ont été plus que rentables. Et quelque part loin de Gizeh, des prêtres aux cheveux bleus s'adonnent à la magie. Elle allume une boule de feu bleu dans la paume de sa main et la libère. Dès qu'elle touche la neige froide, elle commence immédiatement à le dévorer. Alors que le feu se réchauffe, les deux admirent les redoutables flammes bleues, une prêtresse et un homme beaucoup plus grand qu'elle. Il s'agit du même vieil homme barbu qui, une nuit, dans la forêt, a décapité un mornac qui avait volé une relique.
L'homme dit que, peu importe le nombre de fois qu'il contemple ce pouvoir, il est à chaque fois fasciné. Tout le feu bleu arrose la neige, mais laisse l'herbe au sol et les aiguilles des arbres intactes. Mais hélas, le corps n'est pas là. Pourtant, le vieil homme est sûr que c'est ici. D'un autre côté, cela faisait un certain temps qu'il avait été abandonné ici, décapité, et que le cadavre du monstre et de la bête aurait tout aussi bien pu l'emporter. Et la prêtresse est d'accord avec son hypothèse. Elle remercie le vieil homme et lui demande une dernière faveur. La jeune fille a besoin de connaître les noms de toutes les villes voisines. Malheureusement, la ville n'a pas encore été suffisamment reconstruite à de nombreux endroits et des débris de bâtiments jonchent les rues. Au milieu de tous ces débris marchent deux mineurs et le majordome du seigneur de la ville. Ils finissent par arriver au bon endroit et l'homme ouvre la porte en s'inclinant poliment, laissant entrer le prêtre pillard dans le bâtiment. Souriant, le marin entre dans la pièce, impatient de faire une bonne rencontre. Et pour cause, il est accueilli à bras ouverts par le Seigneur Édon. La joie sincère du démon ne peut que mettre le garçon mal à l'aise. Il dit poliment que chaque fois qu'ils se rencontrent, il a l'air de mieux en mieux. Lord Brandon remercie son invité pour ses compliments, lui rappelant une fois de plus qu'il encourage toujours le tueur de démons et celui-ci se contente de lui rendre son sourire. Qui a-t-il tué s'il est un démon et qu'il se sent bien? Mais tout le monde veut vivre, même les démons. Il ne croit pas que le destin de tout être vivant soit simplement la mort. Et je suis d'accord avec cette opinion. Grâce au Seigneur, la réputation du prêtre pillard de la ville a grimpé en flèche. Car lorsque la bataille fut terminée et que le Seigneur eut pris la parole, il annonça à toute la ville que c'était le prêtre. Il avait ainsi vaincu le grand démon et sauvé sa propre vie par la même occasion. Et même si ce genre de renommée n'était pas exactement ce qu'il souhaitait, il a obtenu le titre sonore de tueur de démons. Et Erin semblait apprécier particulièrement sa popularité, car elle l'appelait ainsi chaque fois qu'ils apparaissaient en public, attirant ainsi l'attention de tout le monde. Le pauvre garçon ne savait pas comment échapper à sa soudaine popularité. Dès qu'il sortait dans la rue, les gens le reconnaissaient immédiatement et venaient vers lui, désireux de discuter avec un homme aussi formidable, car non seulement il avait tué un terrible démon, mais il avait également éliminé à lui seul un gang de 7 voyous. Distrait par ses souvenirs pas tout à fait agréables, Mornac se demande comment il se fait. Les prothèses en bois de Lordon bougent si facilement, mais en réalité, le maître de la ville ne se déplace aussi librement qu'en présence d'un prêtre du butin. Et devant des étrangers, bien sûr, il boite. Et pourtant, le démon paie le prix fort pour ses mouvements fluides. Mornac commence à se sentir mal à l'aise. Quel prix élevé à payer? Un sourire amer se dessine sur le visage de Lord Brandon, alors qu'il porte la tasse de thé à sa bouche. Tôt ou tard, tous les poils de son corps tomberaient comme des feuilles en automne. Si le prêtre du pillage s'était arrêté dans la ville quelques mois plus tard, il aurait rencontré le seigneur chauve. Et Mornac se couvrit les yeux, se reprochant d'avoir imaginé cette image. Mais assez avec ces choses malsaines. Le démon aimerait lui parler d'autre chose. Le tueur de démons avait-il une semaine à lui consacrer? Bien sûr, il serait ravi de s'éloigner de la ville, où il ne peut pas faire un pas en paix. Eh bien, c'est un excellent portrait de lui. Il a reçu une demande d'emploi spécifiquement pour un prêtre spoil, Tan est surpris. Mais apparemment, les clients ont simplement entendu parler d'un grand chasseur de démons et ont décidé qu'il serait la personne idéale pour eux. Si je comprends bien, il s'agit des reliques sacrées d'un ancien empire. Dès qu'il en entend parler, le Marnac tend immédiatement l'oreille. Et la récompense du seigneur sera de 5 pièces d'or. Paiement à l'avance. De plus, les clients ont promis que si le tueur de démons apportait une aide sérieuse à la recherche, il pourra garder une relique sacrée pour lui. Et la déesse de l'information est plus enthousiaste que jamais. Il est tout à fait d'accord avec elle. Une telle offre ne doit pas être refusée. Il sourit joyeusement et m'informe qu'il est heureux d'accepter la mission. Il y a longtemps, il existait un empire appelé l'Empire Antique. Son apparition a mis fin à l'ère des mages fous et a apporté l'unité à tout le continent. À l'heure actuelle, les dirigeants tentent de recréer les technologies du passé. Les reliques sacrées sont donc considérées comme des objets précieux qui renferment de puissants pouvoirs. En d'autres termes, la plupart des objets de haut niveau de ce monde sont des reliques de l'Ancien Empire. Ce sont elles dont il a besoin pour acquérir une nouvelle force et réaliser ses rêves. Marnac se présente donc au groupe de guerriers. Il leur donne son nom et leur explique qui il est, à savoir un prêtre sous la protection de la déesse du soutien. Ce à quoi ils répondent aimablement.
L'un d'eux s'adresse à Marshak et se présente comme son employeur, nommé Carmen. Cependant, ce nom surprend le prêtre, qui lui serre la main en retour avec bonhomie. Le mercenaire devine immédiatement la pensée du prêtre et mentionne Carmen Valois, fils d'Athos des Loups Noirs. Avec un clin d'œil, il ajoute qu'il est le fils illégitime. Mornac, avec un léger sourire en coin, réfléchit rapidement afin de ne pas donner l'impression de le faire. Il ne pouvait pas croire que l'homme de principe des Loups Noirs ait eu un enfant illégitime. Il lui semblait qu'après la mort de sa femme, Anthony avait décidé de passer le reste de ses jours seul. Oui, des rumeurs, je suppose. La réalité est différente. Le héros décide de ne pas aller plus loin, jugeant que ce n'est pas le moment d'être tactique. Il demande alors aux autres guerriers de se présenter, ce qu'ils acceptent immédiatement. Cette fille est une magicienne vêtue d'une robe qui lui couvre la tête. Elle s'appelle Tunissa. C'est elle qui doit les mener à la relique. Et ce type à une jambe, avec son air niais et son vinaigre, est un grand bienfaiteur sur lequel on peut compter. Gromily. C'est agréable de serrer la main du tueur de démons en personne. Et Marnac répond qu'il n'aime pas être appelé ainsi. Il demande qu'on l'appelle simplement par son prénom, Marnac. Et Vinegar estime qu'il n'y a aucune raison d'être gêné par ses exploits. Carman écarte les mains et suggère de partir lorsqu'il remarque que tout le monde a fait connaissance, car leur randonnée prendra environ 2 jours, et qu'ils pourront continuer à discuter en chemin. Après 2 jours de route, ils décident de s'arrêter pour la nuit, à l'orée d'une forêt. Les seuls à ne pas être recouverts de neige. L'équipe a allumé un feu, monté des tentes et 2 membres du groupe ont même réussi à s'endormir. Un feu vif et chaud brûlait, ce qui aurait dû suffire pour la nuit fraîche. Carman, remarquant que Marek est réveillé, lui demande s'il va bien et lui suggère de faire une pause, car il n'aura peut-être pas l'occasion de le faire plus tard. Le prêtre lui répond gentiment qu'il ne se sent pas fatigué. Le saint répond qu'il a passé une bonne nuit. Cela surprend Carmon qui le traite de sang chaud. Il restait encore un peu de temps avant le lever du soleil. Le fils de Valdi continue de demander qu'on lui raconte une histoire, laissant subtilement entendre qu'il y a un personnage féminin. Et le Marnac répond avec embarras et une certaine surprise qu'en ce sens, il est comme la neige fraîche, la neige qui recouvre un champ en hiver. Et Carmen trouve cela un peu incroyable. Elle s'intéresse maintenant aux traits de caractère d'une femme qui correspond au goût du Marnac. Et quand il pose la question, tout prend vie, et la main coupée du prêtre remet de l'ordre dans ses pensées. Après un moment de réflexion, il répond qu'il est important pour lui que la fille soit toujours à ses côtés, ce qui fait légèrement grimacer la déesse à travers sa poche, et Carmen partage la position de l'Arnaca. Il estime qu'il n'y a rien de mieux que de se réveiller le matin et de voir une fille dormir paisiblement à côté de lui. Ce dialogue encourage le fils de Valdis, qui déclare « Il est important qu'un partenaire de vie ait un grand cœur. » La main approuve et lève le pouce, lançant son appel habituel à la mise à mort. Bien sûr, ce cœur doit être dans ta poitrine pour contenir toute cette bonté avec un peu de folie sur ton visage. Et la voix de Carmen dit, en écartant les bras sur les côtés dans les airs. Par conséquent, ses seins doivent également être gros, et la main tombe dans un état de stupeur et appelle à tuer. Un sourire satisfait se dessine sur le visage de Carmon, qui se tourne vers le Mornac pour lui faire part de sa conclusion. Oui, le fils de Valdis aime les filles aux seins énormes. Le prêtre ne sait pas trop quoi dire, mais il félicite gentiment Carmon de savoir ce qu'il veut. Marnac est convaincu que cette connaissance l'aidera dans ses aventures. Mais pour être honnête, en toute conscience, il conseille tout de même de ne pas le dire directement aux filles. Et Carmen m'assure qu'elle n'en parle pas à n'importe qui. Et maintenant, il ne le fait que parce qu'il y a un Mornac de l'autre côté du couloir, qui parle au prêtre, comme s'il avait rencontré un vieil ami, et, pour l'instant, il entretient la conversation. La clairière résonne d'un rire chaleureux. C'est une belle matinée. Mornac se souvient de la demande de la déesse qui lui avait demandé de choisir ses amis avec soin. Mais pour être honnête, il aime bien fréquenter le pocket. Oui, il est peut-être bizarre, mais c'est un type plutôt sympa. Dernière étape, et une voix de femme se fait entendre. Ils sont chez Tunis, tenant leur robe par la capuche et s'apprêtant à dire quelque chose. Elle sort sa clé, qui brille de 1000 feux dans sa main, et s'adresse à tout le monde. Elle ouvrira un passage vers les ruines. Tunis prend le capuchon de sa robe, avec l'intention de le retirer de sa tête, et dit quelque chose à voix basse, qui devient de plus en plus forte et claire. Elle va ouvrir le passage et utiliser sa clé tout de suite. Il est assez facile d'entrer dans les ruines de l'ancien empire.
Il faut d'abord trouver une clé comme celle-ci, puis se rendre aux coordonnées qui y sont indiquées. Et ensuite lire les mots en langue ancienne inscrits sur la clé. Un puits apparaîtra alors dans les airs. Il faut l'insérer et le tourner dans le sens horaire ou anti-horaire. Et comme seuls les mages peuvent lire la langue ancienne, leur rôle dans ce genre de mission est indispensable. La seule exception à cette règle, remarque Marina avec un regard malicieux, c'est vrai, il peut lire la langue ancienne. Cependant, cela doit rester un mystère pour les autres. À ce moment-là, Tunis avait déjà ouvert un portail qui semait une teinte rugueuse et les invitait à entrer dans l'inconnu. Ils espèrent ne pas s'être trompés. Carman a déjà lancé sa main et s'est précipité vers les autres. Et Marnak réalisa que sans relation, ce qu'il n'avait pratiquement pas dans ce monde, il était trop difficile de trouver la clé par lui-même. Et pendant qu'il réfléchissait, tout le monde eut le temps de se déplacer vers un nouvel endroit. Une immense ruine de pierre apparut devant leurs yeux. Face à elle, l'équipe ressemblait à de simples pions sur un échiquier. Ils s'exclamèrent avec étonnement devant la ruine, brillant d'émerveillement. Comparées aux autres ruines qu'il avait vues, celles-ci étaient les mieux conservées. Et il suggéra que nous commencions à explorer. À ces mots, le prêtre ajouta avec joie et un sourire qu'il y avait sûrement de nombreux artefacts à trouver ici. Il n'aurait jamais pensé avoir la chance d'entrer dans une ruine qu'il n'avait vue qu'en photo sur Internet. Marnak posa respectueusement sa main sur son cœur et leva les yeux, sentant son cœur battre la chamade à ses pensées. Qu'est-ce qui avait tant frappé la Tunisie? Mais cela ne l'empêcha pas de poursuivre son chemin sans poser de questions. Une torche brûlait dans les murs des ruines, mais on ne savait pas d'où elle provenait. Quoi qu'il en soit, l'équipe s'enfonça profondément dans la structure. Leur chemin est bloqué par une porte d'une taille tout simplement incroyable, sur laquelle sont inscrits des noms incompréhensibles sur toute sa hauteur, reposant sur des nuances grossières. Marnak comprend déjà cela, et il y a un texte ancien. Sur la porte était écrit ce qui suit: « Prouvez que le sang de la famille impériale coule dans les veines de vos enfants. » Attention, la prêtresse intercepte Tunis. Elle aussi a lu ce manuscrit et le lit à haute voix pour les autres. Elle est amère parce qu'ils n'ont pas le sang impérial de l'ancienne famille. À ce moment-là, la porte se referme d'elle-même, et la couleur change en aura, inondant la pièce. Il semblait qu'ils allaient devoir les combattre. La foule de monstres les déchirait déjà de l'intérieur, se déplaçant à une vitesse incroyable. Leurs membres étaient aussi fins que des os, et une cape en lambeaux pendait sur leur dos. Leurs têtes, qui ressemblaient à des cerveaux humains nus, étaient de larges ouvertures. Vinegar se tendit et se prépara déjà à encaisser le coup, serrant fermement son arme dans ses mains. Il brandit sa énorme hache et démolit d'un seul coup plusieurs monstres sur son chemin. Tunissa, tenant son bâton dans ses mains, commença à lancer des sorts. Le sol sous mes pieds s'est fendu, couvert de fissures, et a commencé à briller d'une couleur dorée éclatante. Après un moment sous les pieds des monstres, il commença à les secouer et à les soulever. Une explosion violente venant de leur côté, et quelques-uns disparaissent tout simplement de la surface de la terre. Marnak est rempli du pouvoir de la déesse du butin, et son corps commence à briller. Il sort son épée de son fourreau, et le regard impénétrable se prépare à attaquer. Un coup violent qui semble avoir absorbé toute la puissance du prêtre coupe l'un des monstres en morceaux. Ses membres volent dans toutes les directions à travers la salle. La déesse du butin appelle à nouveau au meurtre, alors que le jeune homme reporte son attention sur elle. Il bloque l'épée qui s'approche avec la sienne, faisant jaillir des étincelles dans toutes les directions. Le prêtre reste imperturbable, le regard fixé sur l'essence même de ce monstre. Mieux vaut le tuer rapidement. Soudain, une flèche frappe son énorme tête. Elle vole juste au-dessus de l'esprit du Mornak. Et le monstre tombe à terre, sans vie. C'était la flèche de Carmon, comme l'indiquait son physique imposant et la position de ses doigts, qui venait de la lâcher. « Marnak, merci pour ton aide » et finit par achever le monstre, enfonçant son épée de plus en plus profondément dans son corps en décomposition. On ne voit pas souvent quelqu'un faire cela avec un visage aussi joyeux. La bataille prend fin, mais pas pour eux. Il s'avère que Vinegar n'apprécie pas que Tunis bombarde les ennemis de sorts entre leurs lignes. Elle met tout le monde en danger. Et cette altercation verbale attire l'attention du Mornak et du Pocket. Tunisie pense que c'est le moyen le plus rapide de se débarrasser de l'ennemi. Ils ont tué tout le monde de toute façon. Et ce serait beaucoup plus facile si le tyran arrêtait de se plaindre. Cela l'excitait terriblement, et il était déjà prêt à continuer entre eux deux. Cependant,
Carmen interrompt leur conversation en leur demandant d'arrêter de déconner. Scarlett serre les dents de colère, mais s'assoit docilement par terre pour méditer. Il est gentil après tout. Profitant de l'occasion, Carmen admire le prêtre et déclare que son surnom de tueur de démons est tout à fait justifié. Le Marnak est embarrassé et range son épée. Il pense qu'il est honteux pour un prêtre d'avoir un tel comportement. Cependant, le karma ne s'arrête pas là et pense qu'il a fait ce qu'il fallait. Le héros dévasté décide de lui rendre l'appareil et admire l'arc à eau de la poche. C'est vrai. C'est juste qu'il s'entraîne depuis qu'il est enfant. Il y consacrait tout son temps libre. Quand il était très jeune, il était toujours au stand de tir et perfectionnait ses compétences. Ce doux récit est interrompu par la voix de Tunis qui demande quand ils vont enfin partir. Elle est prête à partir immédiatement. Elle est submergée par sa mère. C'est la personne en bonne santé qui est à nouveau indignée. Pourquoi est-ce elle qui doit tirer tout le monde vers l'avant? Contrairement au murmure des connards, ceux qui bougent physiquement ont besoin d'une pause. Tunis répond sèchement à cela et fait remarquer que seul Surkis semble avoir besoin de vacances. Et si c'est le cas, il vaudrait mieux arriver au bout des ruines plutôt que de perdre du temps. Le tyran semble prêt à la tuer et il s'énerve à nouveau. Il pense qu'elle est une salope et qu'il ne s'en prend qu'à lui. Carmen réalise qu'il est temps de prendre une décision finale et de mettre fin à cette dispute une fois pour toutes. Ils décident que tout le monde a besoin de se reposer un moment, puis ils continueront leur chemin. C'est la fin de la conversation. La Tunisie est outrée, mais accepte cette issue. Et Marnak, cela l'amuse un peu. Il se souvient qui sont les mages ici. Je vous expliquerai dans un instant. Dans ce monde, ceux que l'on appelle les mages sont généralement très têtus, et pour la plupart des imbéciles. Devenir magicien est en général trop facile. Il suffit d'être né pour le devenir. On ne devient pas magicien. Les magiciens naissent entre différentes personnes. Il existe des différences mineures, mais ceux qui sont nés avec une mère s'éveillent lorsqu'ils atteignent un certain âge. Lorsque cela se produit, la connaissance de la langue ancienne envahit leur esprit sans effort de leur part. Ils peuvent apprendre à comprendre les sorts. L'utilisation de la maman enfreint souvent les lois de ce monde. Ce sont des magiciens nés, mais en raison de l'énorme quantité de connaissances qui submergent leur cerveau, ils détestent apprendre de nouvelles choses. En conséquence, la plupart des mages deviennent des ânes têtus et non dressés. Ils sont souvent égocentriques et ne prêtent pas attention à ceux qui les entourent. Les Tunisiens, en revanche, ressemblent beaucoup aux mages que Mornak avait l'habitude de rencontrer, même si elle a clairement de meilleures manières qu'eux. Soudain, Carmen déclare avec un air satisfait que tout le monde s'est suffisamment reposé et qu'il est temps de partir. Soudain, les guerriers entendent un bruit étrange et tournent leur attention vers le passage. Énorme mur de pierre. Il commence à s'effondrer petit à petit et s'effondre rapidement au sol, comme une lame de guillotine, obstruant le passage de l'escouade. Pocket a déjà un mauvais pressentiment et remarque l'évidence. La porte se referme derrière eux. Il se retourne vers la lueur rouge provenant des profondeurs de la pièce. Un énorme monstre de pierre ressemblant à un golem en jaillit. Il tombe au sol en rugissant et quelque chose de bleu brille sur son front. Difficile de dire ce que c'est, mais cela lui rappelle l'œil du cyclope. Marnak Scarlett serra les dents, attendant de voir ce qui allait se passer ensuite. Il devina que ses ennemis étaient trop faibles pour des ruines de ce niveau, et il semble que la véritable bataille soit sur le point de commencer, contre un énorme monstre de pierre de la taille de plusieurs étages d'un château. Et le monstre de pierre semble déterminé. Mornak est furieux et se prépare à livrer bataille. Une seule pensée occupe son esprit. Il va maintenant connaître le véritable frisson du combat. Suxus, armé de sa hache, s'élance rapidement vers l'avant, prêt à frapper le premier. À ce moment-là, Tunis, d'un ton calme mais affirmatif, lui ordonne de reculer. Elle commence à réciter le sort, tapant sur son bâton, prononçant les mots de plus en plus clairement. D'énormes rochers surgissent du sol. Il taillade le monstre métallique et le mage. Il semble que le monstre ne va pas perdre et qu'il ne se laissera pas intimider par une telle chose. Tunis transpire également à grosses gouttes. La pensée d'une possible défaite lui trotte dans la tête, trahissant son regard. Une petite voix tout aussi effrayée derrière elle lui crie de terminer le sort ou de s'enfuir, car il est trop dangereux de rester sur place. Le monstre lève les yeux vers le ciel et ses yeux, qui sont en réalité des pierres brillantes, commencent à briller. C'est comme s'il rassemblait de l'énergie pour quelque chose. Immédiatement, il libère un énorme rayon juste au-dessus de la tête de Tunis, là où elle avait lancé son sort.
Toute la troupe se figea dans l'attente. Dieu seul savait ce qu'ils avaient. Puis, dans ma tête, il y a eu une énorme explosion qui a brisé la magie de Tunis. Elle réalisa qu'elle avait échoué, mais il était trop tard. Son entêtement lui avait joué des tours. Le golem métallique se précipita vers elle à la vitesse de l'éclair et brandit son bras. Il a tout simplement anéanti le mage. L'équipe est sous le choc. Même Strong Vinegar n'en croit pas ses yeux. En désespoir de cause, il se jeta sur ce monstre, brandissant son arme dans une tentative de vengeance. Marnak avait anticipé une telle réaction et cria de toutes ses forces au grand gaillard unijambiste de sauter. Le Suxum a pu apercevoir quelque chose de bleu. Une nouvelle explosion encore plus puissante que la précédente s'est produite. Il arracha d'abord la corne du guerrier, puis une partie de son visage, et enfin débarrassa le monde du grand. Il ne reste plus que 2 de ces grands Dobriques. Marnak, inquiet devant ce visage qui inspire tant confiance, demande au petit s'il veut vivre. Une telle question déconcerte l'archer, mais il répond par l'affirmative. Il n'y a pas de temps à perdre. Mornak serra les poings plus fort, avec l'intention de frapper le, et dit en serrant les dents, la poche n'avait aucune chance. Il eut juste le temps de se demander quand elle allait déjà voler dans sa mâchoire inférieure. Ses yeux se sont rapidement fermés. Lorsque Marnak ramassa les corps décapités, il n'avait pas le temps pour la sentimentalité. Il se souvint de son géant et demanda à sa mère de le gâter et de le convoquer sans prière, pour laquelle il n'avait pas le temps. Soudain, un géant blanc avec 2 rangées de dents régulières et larges apparaît depuis un autre portail. Et à première vue, sa force est aussi grande que celle de ce monstre métallique. Les statues sous son regard considèrent leur nouvel adversaire. Lorsque 2 paumes se rejoignent fermement, il frappa sa tête de toutes ses forces et le força à s'allonger sur le sol. Tandis que le géant s'occupait de cette monstruosité métallique, c'est un spectacle à distance respectable, et dépose le corps de Carmon. Le prêtre est impressionné par son géant et informe la mère des spoilers, à quoi cette dernière répond affirmativement par « tuez-le ». Marnak, ayant un peu de temps, recueille la divinité de ses partenaires déjà morts. Récemment associé, il obtient 1000 points pour un mage et seulement 100 pour un voyou. Carman reste assis, inconscient, tel que le prêtre l'a laissé. À ce moment-là, de mauvaises pensées nous envahissent. Il se rend compte qu'il faudra beaucoup de temps au géant pour venir à bout du monstre de métal. Ce n'est pas si facile. La mère de Spoilsport entend ses pensées et, à ma demande de meurtre, propose d'accélérer le processus. Et le héros est tout à fait d'accord avec elle. Il en a assez de regarder son corps se métamorphoser et un nouveau pouvoir couler dans son sang, faisant gonfler ses veines. Il se jette à la rescousse, imaginant mentalement un plan d'action. C'est sa cible, un monstre de métal blanc. Plus précisément, la chose dans sa tête. Cristal bleu, géante Mother Spoil et libère sa 3e main de derrière, comme pour l'inviter, cependant, et il saute sur elle. Le prêtre avait déjà compris ce qu'il y avait dans la tête du monstre. C'est la seule partie qui diffère du reste du corps. Et peut-être que s'il parvient à la détruire, quelque chose se produira. Mornak vole au-dessus de la tête de son serviteur et saute directement sur le visage du monstre. Armé de son épée, il sent déjà le danger lorsque, brandissant son arme, un prêtre se jette sur lui. En vol, celle-ci transperce le cristal, qui se brise en minuscules éclats. Sous le coup, le monstre tombe au sol, l'air vivant. Et le géant des profondeurs s'envole avec le plaisir de la victoire et de sa puissance devant un ennemi vaincu. Marc le remercie gracieusement pour cela. Mais la mère des abîmes pointe sévèrement son doigt et prononce sa sentence. Le prêtre gazouille mais détourne le visage. Plusieurs autres portails rouges écarlates s'ouvrent au-dessus du plafond, et des monstres identiques aux précédents commencent à en émerger. Il y a Marnak, pour ainsi dire, qui se demande s'ils sont des salauds de métal. S'écrasèrent au sol dans un bruit sourd. Les chances étaient contre eux. Le prêtre avait déjà compris que la situation était critique et qu'il était temps de se tirer, et la mère des spoils attendait juste sa décision. Au bout d'un moment, lorsque Carmen se réveilla, il posa la question logique, mais une fois que le prêtre a commencé à lui répondre. Comme cet archer guerrier l'avait déjà compris, Suxus et Tunisia étaient morts. Marnak ajouta seulement que tout s'était passé très vite et qu'il n'y avait aucune chance de les sauver. Carmen s'est senti responsable et a pensé qu'il aurait dû activer la clé lorsque ce géant métallique était tombé du plafond. Il n'avait même pas eu l'occasion de rencontrer les gars. Marnak changea de ton et dit d'un ton sévère qu'ils avaient été engagés pour accomplir cette tâche.
Ils étaient pleinement conscients des risques et de leurs actes. Ils savaient les risques qu'ils prenaient. Par conséquent, tu ne devrais pas te blâmer pour leur mort. Carmen se calma un peu et demanda où ils se trouvaient maintenant. Il obtint une réponse simple. C'est la pièce derrière la porte arrière. Son esprit s'emballa soudainement et des images flashèrent dans sa mémoire. Il essaya de reconstituer dans sa tête avec précision ce qui leur était arrivé. C'est alors qu'il se souvint avoir été assommé. Probablement pour l'empêcher de voir certaines choses, c'était peut-être la bonne chose à faire. D'autant plus qu'il avait été sauvé par un prêtre Marnak. Carmen dit qu'il lui est désormais redevable et jure sur le nom de Belshazzar. Il promet de le rembourser en nature. Et Marina attend son heure avec impatience. Le guerrier est légèrement surpris par cet accord. Ce à quoi le prêtre répond que c'est dans sa nature. Comme on dit, il faut prendre quand on vous offre. Et il sourit. Le marin demande comment se sent le guerrier et prévient que si tout va bien, il devrait partir immédiatement. Le problème, c'est que le guerrier métallique est toujours là, informe-t-il le petit. Le prêtre vient juste de lui échapper. Le fils prend immédiatement sa décision et répond par l'affirmative, se levant d'un bond. Marnak n'a pas vraiment menti sur le fond. Après tout, 3 autres sont tombés du plafond après la victoire du premier géant métallique. Et malheureusement, le prêtre a laissé son géant comme punching ball. Ouvrant à peine la porte, il a poussé Carmon à l'intérieur et demanda au géant de s'occuper des choses. Le marin croyait qu'il survivrait, et peut-être même ne pas s'offusquer. Ils firent quelques pas supplémentaires à l'intérieur du bâtiment et le Marnak leva la tête avec étonnement et joie. Devant eux se trouvait une autre porte immense avec des inscriptions dans une langue ancienne. Il semblait qu'ils avaient atteint le bout des ruines. Le prêtre informa son déchidné avec un sourire aux lèvres. Il proposa d'entrer.